Bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau tuto. D'accord, donc si tu viens de découvrir cette chaîne, je m'appelle Mario Misamba. J'ai créé cette chaîne, c'est pour aider des étudiants dans des facultés de sciences à réussir leur cursus universitaire. D'accord. Et donc je partage là sur ma chaîne des tutos. D'accord, des conseils, des astuces, des résumés des cours et des corrections en fait des examens. Tout ça c'est pour vous permettre de réussir facilement votre cursus. D'accord, donc si tu viens de découvrir cette chaîne, pense à t'abonner, de me laisser des gros pouces bleus, d'accord, de liker, d'accord, de partager le lien à tes amis parce que ça pourra certainement les aider. Alors, en ce qui concerne le tuto que j'ai balancé sur la géométrie des molécules, en tout cas, j'ai eu quand même un bon retour, d'accord, en présentiel, parce que c'est un étudiant, je peux pas cacher, hein, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir qu'il a compris ce cours de prédiction des géométries des molécules sur ma chaîne. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. Donc comme vous le savez, je fais que du bénévolat, voilà, je suis derrière ma caméra et donc ce que j'attends de vous, c'est que vous partagez au moins ça, c'est pour aider les autres. Donc quand vous avez du coup une notification et que vous avez la possibilité de suivre, attention, n'hésitez pas donc à balancer aussi aux autres pour leur permettre de comprendre ces notions de base. Donc aujourd'hui je vais faire ce tuto là parce que ça a été demandé par c'est une personne qui a demandé que je puisse faire. Ça sera sur la BCM. Donc aujourd'hui on va voir quelques éléments de base en BCM. D'accord. Alors donc pour faire, on va d'abord fixer les idées, hein. Donc on se rappelle d'abord cette notion là. Si on prend de l'infiniment grand à l'infiniment petit dans l'organisation en fait d'un corps, un corps vivant en fait, un corps, enfin on va dire un humain, un organisme humain, d'accord, ou un organisme vivant, pardon, dans le cas des humains ou des animaux, ainsi de suite. Donc on va voir que nous avons l'organisme, d'accord, donc l'organisme, d'accord, donc on a un organisme, ok, qui est constitué des appareils, d'accord, des appareils, ces appareils sont faits de quoi? Des organes, d'accord, des organes qui sont faits de quoi? Des tissus, d'accord, et des tissus qui sont faits des cellules, et des cellules qui sont faits à partir des molécules, d'accord, et ces molécules là sont faits à partir, enfin sont constituées des atomes. Voilà, donc voici l'organisation de l'infiniment grand, donc de l'organisme à l'infiniment petit, d'accord, donc de l'organisme jusqu'au niveau des tissus, d'accord, de l'organisme jusqu'au niveau des tissus, ça ce sont des éléments, on va dire, qui sont accessibles à l'œil nu, qui sont visibles à l'œil nu, d'accord, donc là c'est visible à l'œil nu, donc on va dire visible à l'œil nu. D'accord, c'est visible à l'œil nu, c'est-à-dire qu'on peut voir les appareils, par exemple appareils circulatoires, appareils digestifs, qui sont constitués des organes. Le cœur, par exemple, ce sont là des éléments qu'on peut voir facilement à l'œil nu. Maintenant, en ce qui concerne les autres éléments qui sont là, ça, c'est pas visible à l'œil nu. Donc là, c'est pas visible à l'œil nu. Donc l'œil humain ne peut pas voir ces éléments-là. D'accord. Donc en ce moment-là, on va faire appel au microscope, aux outils qu'on appelle microscope. Microscope, ça peut être électronique, ça peut être optique, voilà. Donc là, tout dépend de la source qu'on va utiliser pour visualiser ça. D'accord. On va donc aider l'œil humain à voir ces éléments-là. Donc on utilise soit un microscope électronique, c'est-à-dire que pour voir ça, on va bombarder l'échantillon observé par des électrons, puisque les électrons sont des particules qui pénètrent. Donc ça va permettre d'observer la chose. Ou bien on peut utiliser aussi l'optique, hein, donc microscope optique, donc la lumière. Donc on va éclairer le sujet par la lumière et voir. Donc aider l'œil humain à voir ça. Donc voici l'organisation de l'infiniment grand à l'infiniment petit. D'accord? Alors, les cellules sont constituées des molécules. Alors, quelles sont les molécules
nous avons les glucides, d'accord? On a les glucides, on a les lipides, on a des protides, d'accord? Après, on a des acides nucléiques, des acides nucléiques, d'accord? Quand on parle des acides nucléiques, on voit l'ADN, on voit l'ARN, voilà, d'accord? Donc ces molécules-là sont appelées les molécules du vivant. Donc on appelle ça les molécules du vivant. Pourquoi? Parce que c'est des molécules qui constituent les cellules en fait des organismes. D'accord? Donc voici comment est-ce qu'on est organisé. Donc les molécules qu'on va voir, parce que nous aujourd'hui on va voir les glucides, d'accord? Ce sont des molécules du vivant en fait. Ce sont des molécules qui constituent nos cellules. D'accord? Nos cellules en 54%, je crois, si je ne me trompe pas, si je me trompe pas, est constituée des protéines, je crois. Je crois les protéines, les lipides comme ça. Donc vous avez, je crois, 54 pour des protéines. Après vient les lipides. Après vient les glucides. Donc nos cellules sont faites de quoi? Mais de ces molécules-là, qu'on appelle lipides, glucides, protides et aussi les acides nucléiques. Donc ce sont des molécules qu'on retrouve en fait dans des cellules. D'accord? Et aujourd'hui, on va voir la première famille en fait des molécules appelées les glucides. D'accord? Alors, les glucides. Alors, les glucides, ce sont des molécules, comme on vient de voir, qui sont constituées des atomes. Et les atomes ici, c'est le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. D'accord? Donc on a le carbone, on a l'hydrogène et on a l'oxygène. Alors les glucides ici sont constitués en fait, sont constitués en deux familles. Nous avons les oses ou les osides. Alors les oses c'est quoi? Ce sont des sucres simples. Donc si on suppose que l'ose c'est un sucre simple, donc un cercle que je viens de représenter. Maintenant oside c'est quoi? Alors l'oside c'est simple, c'est l'association en fait des oses. Donc à partir de 2 déjà, ok, on bascule dans d'autres familles qu'on appelle osides. Donc l'association des oses, ok, constitue donc une autre famille qu'on appelle les osides. D'accord? Donc ça peut aller dans d'autres un peu plus supérieurs. D'accord? On parlera de polyosides. D'accord? Donc osides et ose, pardon, on dit que c'est un sucre simple. Donc c'est égal à sucre simple. On dit aussi que c'est ou monosaccharide. Monosaccharide. D'accord? Et dans le cas des osides, on parle de sucre complexe. Sucre complexe hein, ou polysaccharide. D'accord? Alors, c'est quoi? Alors, comme on vous dit, hein, ce sont des sucres. Donc, tous les os déjà sont sucrés. Donc, ont une saveur sucrée. À la différence avec des osides n'ont pas de saveur sucrée. Comme l'amidon, par exemple, qu'on retrouve dans des céréales, le blé, tout ce que vous connaissez. Il y a des osides dedans, mais ils n'ont pas de saveur sucrée. Mais quand vous prenez, par exemple, le bonbon, voilà, les fruits que vous voyez, par exemple la mangue et tout ça, ben, ils sont faits des sucres. Donc vous voyez qu'il y a cette saveur sucrée. D'accord? Donc les oses ont une saveur sucrée, alors que les osides n'ont pas de saveur sucrée. D'accord? Et donc la différence ici, c'est juste en termes de nombre en fait. Lorsque c'est un ose, ça parle d'un ose simple, enfin un ose c'est seulement un sucre simple. Les osides, c'est l'association des oses. Donc pour comprendre les osides, je vous invite d'abord à comprendre cette notion-là des oses. C'est tout à fait normal, hein. C'est indéniablement vrai, parce que les osides, ce n'est que l'association des oses. D'accord? Donc il faut comprendre la notion d'ose. Alors c'est quoi une ose? Voilà. C'est la bonne question. Un ose, c'est soit une cétone ou un aldéhyde. D'accord? Un aldéhyde polyalcool. Alcool. D'accord? Donc on dit qu'un ose, c'est une cétone ou un aldéhyde polyalcool. D'accord? Donc ici, on a la notion de groupement chimique ou de famille chimique en fait. Quand on parle de cétone, c'est une fonction, donc
tous ces éléments-là, en fait, on appelle ça des fonctions chimiques. Ce sont des fonctions chimiques, d'accord? Donc on va d'abord comprendre la notion de, la définition de ose. Donc un ose, c'est soit une cétone ou un aldéhyde polyalcool. Alors on a dit que ce qu'on vient de dire, cétone ou aldéhyde ou alcool, polyalcool, ce sont des fonctions chimiques. Alors des fonctions chimiques, c'est quoi? C'est un atome, d'accord? Ça peut être un atome ou voilà, ou l'ensemble d'atomes, ou ensemble d'atomes, d'accord? Qui détermine quoi? Qui en fait détermine la réactivité pardon, de la molécule. D'accord? Donc on dit que la fonction chimique, c'est soit un atome ou un ensemble d'atomes. D'accord? Qui vont faire quoi? Qui vont déterminer la réactivité de la molécule. C'est-à-dire que si la molécule a la capacité de réagir, c'est au niveau de sa fonction chimique. Ça, c'est comme ça qu'on définit ça en chimie organique. Alors, dans le cas de cétone, c'est quoi? Puisqu'on a dit que c'est soit un atome ou un ensemble d'atomes. Alors là, ça sera un ensemble d'atomes. Donc, vous avez un carbone doublement lié à un O, d'accord? Et lié à un R, et lié avec un R. D'accord? Maintenant, le cas de l'aldéhyde, en fait. Aldéhyde, c'est quoi? C'est toujours un carbone qui est doublement lié à un O, mais attention, lié forcément à un H en fait, et il peut être lié avec un R. Donc ici R1, R2, donc R1, R2, donc R1, R2 sont différents de H. Voilà. Mais ici, un R en fait est forcément égal à H. Voilà la différence entre cétone et aldéhyde. C'est d'abord un carbone qui est doublement lié à un O, qu'on appelle le carbonyle. Donc ce carbone-là, on appelle ça carbonyle. D'accord? S'il est lié avec un H, au moins avec un H, on dira qu'il c'est aldéhyde, mais s'il n'est pas lié à un H, ben on dira qu'il est cétone. D'accord? Donc c'est tout simple. Donc ce sont des fonctions chimiques. Alors j'ai aussi dit que c'est des polyalcools. Donc attention, alcool ici, c'est une fonction chimique. Hein. C'est pas l'alcool de la bière, mais c'est une fonction chimique, c'est-à-dire c'est un ensemble d'atomes qui va déterminer cet ensemble-là, la réactivité de la molécule. Donc ici, l'alcool c'est une fonction, c'est OH en fait. D'accord? Donc selon la définition, vous comprenez que l'ose, il va soit avoir une fonction cétone, ou soit une fonction aldéhyde, mais dans tous les cas, dans les deux cas, c'est forcément polyalcool. Donc il y a forcément beaucoup de OH, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Est-ce que c'est clair cette définition? Alors si c'est clair, on avance. Alors on va maintenant reprendre à la question comment nommer un ose. D'accord? Donc on reprend à la question comment nommer un ose. Alors comment est-ce qu'on arrive à nommer un ose? Alors un ose, déjà pour le nommer, on a besoin de deux critères. Alors le premier critère c'est quoi? C'est le nombre d'atomes de carbone. Nombre d'atomes de carbone. Voilà. D'accord? D'abord, le premier critère, c'est le nombre d'atomes de carbone. Alors, n'oubliez pas que les glucides sont constitués de carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, le premier nombre, en fait, le premier critère, c'est ça. Et le nombre, là, doit être supérieur ou égal à 3. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas une molécule, en fait, des glucides, d'accord, avec un nombre inférieur à 3. Ça n'existe pas. Dans la nature, vous ne trouverez pas. Donc, le nombre, c'est toujours soit un 3 ou supérieur à 3. D'accord? Alors, si n égale à 3... d'accord, on dira un triose. Donc c'est la plus petite en fait des éléments, la plus petite de la molécule, en fait des molécules qui existent dans cette famille de glucides. Donc 3, d'accord? Puisque inférieur à 3 ça n'existe pas. Donc 4 vous direz un tétrose. D'accord? Et 5 on dira pentose. Et 6 on dira hexose. Voilà, et n égale à 7, hein, qui est un peu rare, mais qu'on retrouve au moins au niveau des végétaux, on appelle ça un heptose. Donc un ose avec 7 atomes de carbone. D'accord? Donc on continue. Le deuxième critère c'est quoi? C'est la nature de la fonction. Donc on dit
nature de la fonction chimique. D'accord? Parce qu'on sait que c'est soit une cétone ou un aldéhyde. Mais dans les deux cas, c'est forcément polyalcool. Donc, l'ose peut avoir la fonction cétone. Donc, on dira que c'est une cétose. Il peut avoir la fonction aldéhyde. D'accord? On dira que c'est un aldose. Voilà. D'accord? Et donc, comment nommer un ose? Il faut prendre les deux critères à la fois. Le nombre d'atomes de carbone et la fonction chimique. Donc, vous associez ça. Vous commencez par la fonction chimique. Donc, je vais prendre le C. Donc, cétotriose. D'accord? Donc, un cétotriose, c'est quoi? C'est un ose qui a 3 carbones et possède la fonction cétone. Voilà. Donc, deuxième, c'est... On peut continuer avec la fonction cétone. Cétotétrose. D'accord? Donc, cétotétrose, c'est quoi? C'est un ose, ok, qui a 4 atomes de carbone et possède la fonction cétone. D'accord? On peut continuer. Cétohexose, voilà. Donc, c'est un ose qui a 6 carbones et qui a quoi? Qui a la fonction cétone. Alors, je passe de l'autre côté. Un aldotriose. Alors, un aldotriose, c'est quoi? C'est un ose qui a 3 carbones et possède la fonction aldéhyde. Voilà, c'est tout simple. Donc vous associez juste critères de la nature de la fonction plus le nombre d'atomes de carbone, ben voilà, vous avez le nom d'un ose. C'est tout simple. Donc vous avez aussi un aldohexose. D'accord? C'est simple. Donc vous avez un ose qui a 6 atomes de carbone et possède la fonction aldéhyde. D'accord? Alors tout ce qu'on vient de dire de comment nommer un ose, ce sont des noms génériques. Voilà, on appelle ça... c'est des noms génériques. D'accord? C'est des noms génériques. Donc on dit des noms en général. D'accord? Parce que quand vous donnez un nom en chimie organique, c'est que dans le nom, vous avez donc des informations qui vont vous permettre de donner sa structure. Voilà, donc ça c'est des noms qui vous donnent en fait l'idée de la structure de la molécule. C'est-à-dire que quand on vous dit par exemple que c'est un aldohexose par exemple, on sait que c'est un ose qui a 6 carbones et ça possède la fonction aldéhyde. Donc ça vous donne en fait des informations qui vont vous permettre de reconstituer sa structure. Et donc là ça reste des noms génériques, hein. Ce n'est pas les noms propres en fait des molécules. D'accord? Si on vous dit un aldohexose, donc c'est un ose qui a 6 carbones et ça possède la fonction aldéhyde. Et là dedans vous avez plusieurs molécules qui vont avoir leur nom propre dedans. D'accord? Donc par exemple dans l'aldohexose, vous avez, j'anticipe, hein, vous avez le glucose, vous avez le mannose, d'accord? Vous avez le galactose. Voilà. Mais vous voyez bien que c'est des molécules qui sont aldohexoses, hein, d'accord? Qui ont 6 carbones et la fonction aldéhyde. Mais ils ont des noms propres. Donc ce que je viens vous donner, c'est des noms génériques. Hein. Donc à ne pas confondre ça avec les noms propres des oses. D'accord? Mais on verra aussi des noms propres. Les noms propres, on va voir la configuration, on va voir comment est-ce qu'on donne ça. Alors on va reprendre donc à la question de comment représenter. Donc si vous avez compris comment nommer un ose, on va passer à la deuxième question, comment représenter un ose. Alors, comment est-ce qu'on représente un ose? Alors, il y a deux façons de représenter. La première, c'est la représentation de Fischer. Donc, ça, c'est la forme de Fischer. C'est une forme qui est linéaire. L'autre, c'est une forme qui est cyclique. Donc, voilà. Et ça, c'est la représentation de Fischer, qui est linéaire. Attention, linéaire vertical. Donc linéaire vertical, ce n'est pas horizontal. Quand c'est horizontal, c'est la formule semi-développée. Donc il faut faire attention. Donc le cas de Fischer, c'est vertical. D'accord? C'est vertical. Voilà. Et ce qui est cyclique, c'est quoi? C'est la représentation de Haworth. Bon, ça vient souvent dans les examens, on vous dit de donner la représentation du glucose en Haworth cyclique. Alors déjà, il faut comprendre que les os, ce sont des sucres, d'accord, qui existent dans la nature, qu'on retrouve dans des cellules, parce que ce sont des molécules du vivant qui constituent les cellules.
Maintenant, cette forme-là, qu'on appelle représentation de Fischer, ça a été proposé par M. Fischer. Donc il a proposé en fonction de critères qu'il a observés, voilà, il pense qu'un os pouvait avoir cette représentation. D'accord? Mais après, la représentation de Fischer, on avait compris que, c'est M. Tollens, pardon, qui a compris que cette représentation de Fischer, d'accord, s'il supposait que les os étaient dans cette représentation, mais il n'arrivait pas, donc s'il suppose en fait cette représentation, il n'arrivait pas à lier en fait cette représentation et les observations faites en fait au niveau des résultats. Donc lui, il s'était dit, attention, cette représentation là n'est pas peut-être juste. Donc il faut peut-être penser que les os dans la nature sont sous d'autres formes. C'est pas la forme de Fischer, mais dans une forme qu'on appelle cyclique. Voilà, ça c'est M. Tollens. Voilà, qui propose ça, qui propose en fait l'idée. Et donc lui, il est le premier donc à montrer comment est-ce qu'on peut passer de la forme linéaire à la forme cyclique. On verra ça aussi, on va voir les étapes, comment est-ce qu'il a fait pour passer de la forme linéaire à la forme Haworth. Alors ce que tu dois retenir juste, c'est que il y a deux formes, enfin deux façons de représenter un os. Soit en formule de Fischer, soit en Haworth. Et la formule de Haworth venait après parce que sur le terrain, on a remarqué qu'il y a certaines observations qu'on n'arrive pas à expliquer si nous étions dans le cas de Fischer. Donc c'est pourquoi il faut imaginer d'autres représentations. Donc c'est pourquoi M. Tollens il a imaginé une représentation voilà, qui devient cyclique bien après. D'accord. Après, il y a des principes, des règles que M. Haworth voilà, essaie d'établir et ça porte son nom, la représentation de Haworth. Alors, on y va. On commence par la représentation de Fischer. Représentation de Fischer. Alors, cette représentation est verticale. Je prends l'exemple de l'aldo. On va prendre aldotriose. Voilà. Alors, je sais que l'aldotriose, c'est un os qui a 3 carbones. Donc, il a 3 carbones. 1, 2, 3. Voilà. C'est la représentation de Fischer en place verticale. On est d'accord? Et il possède une fonction aldéhyde. On a dit ça. C'est un os qui a 3 carbones. Il possède la fonction aldéhyde. Alors, la fonction aldéhyde se place toujours en bout de chaîne. Ça se place toujours, pardon, sur l'extrémité en fait, sur un carbone extrême. D'accord? Et donc ce carbone là, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là. D'accord? Donc aldéhyde c'est quoi? C'est un carbone doublement lié en O et forcément lié en H. Voilà. Mais n'oubliez pas que dans la définition, on a dit que un ose, il est soit aldéhyde ou soit cétone, mais polyalcool. Donc il possède des fonctions alcool. Donc au niveau des derniers, enfin au niveau des carbones qui restent, il y a forcément la fonction alcool. D'accord? Étant donné que le carbone il est tétravalent, vous voyez que là il n'y a que 3, donc il porte forcément un H. D'accord? Et là il porte forcément 2 H. D'accord? Parce que n'oubliez pas que l'hydrogène, enfin les glucides, ils ont le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. D'accord? Donc voilà la représentation en fait de Fischer. D'accord? Ça c'est la représentation de Fischer. Ou bien vous pouvez, généralement c'est classique, hein, on fait ça comme ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est la même chose. Hein, d'accord? Vous pouvez, comme on dit, voilà, vous pouvez pas représenter des liaisons. Par exemple ici, on a caché les liaisons là, donc vous pouvez faire ça comme ça, mais ça reste toujours la fonction aldéhyde. Ou ici, vous pouvez cacher les liaisons. Donc voilà. Donc la base, c'est ça. Vous respectez le nom. Vous voyez que le nom déjà vous permettait, par exemple, comment on dit, de donner sa structure. Mais le nom propre de la molécule, c'est pas une aldotriose. Ça, c'est juste un nom générique en fait, qui va vous permettre de donner sa structure. Mais son nom propre en fait de la molécule là, c'est un déglycéraldéhyde. Voilà, ça c'est son nom propre. Un déglycéraldéhyde, d'accord. Donc c'est la toute première molécule dans la famille des aldoses. Des aldoses, c'est-à-dire des oses qui possèdent la fonction quoi?
aldéhyde. Voilà, c'est la toute première molécule. Pourquoi? Parce qu'on sait que les oses n'ont pas un nombre inférieur à 3. C'est toujours supérieur ou égal à 3. Donc, la valeur 3, c'est la plus petite des molécules. C'est tout simple. D'accord? J'espère que vous comprenez. Hein. Donc, on passe à l'autre molécule. Par exemple, on prend un aldo. Donc, on prend par exemple acétotriose. Donc, on sait qu'il a 3 carbones. Voilà, c'est la chaîne carbonée de 3. Après, vous avez la fonction cétone. Alors, la fonction cétone, comme vous comprenez que ça ne peut pas être en bout de chaîne, parce que si ça reste en bout de chaîne, il va forcément avoir un hydrogène. D'accord? Il est généralement pas au milieu, mais il n'est pas en bout de chaîne. Donc, il est entre les carbones. Donc, c'est un carbone qui est doublement lié à un O. Voilà la fonction cétone. Et donc, puisque c'est soit une cétone ou un aldéhyde polyalcool, donc d'autres carbones vont forcément avoir des alcools. D'accord? Donc, respectez la tétravalence. Vous avez ça, vous avez ça. Ou bien, si vous voulez, c'est un CHOH. Et voilà. Voilà. Donc, voilà la première molécule de la famille de cétose. Parce que N égale à 3. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, voilà quoi. Donc, voilà la première molécule de la famille des cétoses. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Alors, si c'est fait, eh bien, je vous dis de faire ça. Céto-exose. Si vous avez compris, donc, faites ça. Faites ça, d'accord? Faites une pause sur la vidéo et donnez la représentation de ça. Bon, d'accord, on revient. Donc, on a 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et la fonction cétone, il est là. Donc, on a COH. D'accord? On a OH. On a H. Il possède forcément sur un carbone des OH. Obligatoire. Puisque c'est des polyalcools. Et donc, vous respectez après la tétravalence. C'est très simple. Alors, je prends un aldo exose. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez la fonction aldéhyde en bout de chaîne. Après, là, vous avez des OH, H, OH partout, H, de OH partout, parce que c'est un polyalcool. Il possède plusieurs fonctions alcool, ce que ça veut dire. Donc, en dehors du carbone qui porte la fonction, tous les autres carbones qui vont venir vont forcément avoir l'alcool. D'accord. Alors, maintenant, la forme cyclique, on va voir ça après. Cette forme cyclique là, on verra après. Alors j'ai une autre notion en fait que je voulais discuter avec vous, c'est la notion de carbone asymétrique. Voilà, notion de carbone asymétrique. Là, c'est vraiment important cette notion là. Je sais pas est-ce qu'on aura le temps de le faire parce que ma caméra va bientôt lâcher. Alors je n'ai qu'une minute hein, pour vous faire comprendre ça. Alors le carbone asymétrique c'est quoi? D'abord, c'est un carbone normal, hein, qui est tétravalent, qui a 4 bras, d'accord? Un carbone, on le sait, il a 4 bras, d'accord? Il y a A, B, C, D. Alors, lorsque A est différent, en fait, donc c'est un groupement différent de B, différent de D, différent de C. Attention, quand c'est différent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce carbone-là, il est asymétrique. Voilà, d'abord ça. Ce carbone-là, il est asymétrique. Donc, on le symbolise avec un astérique comme ça. Donc, c'est déjà un carbone asymétrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire asymétrique? On va essayer de donner une représentation. Suivez. Donc, on sait que A est différent de B, différent de C. Donc, le carbone-là, dans l'espace, va être occupé avec 4 volumes différents, puisqu'il est associé à des atomes différents. Parce que n'oubliez pas qu'un atome, c'est un volume dans l'espace, hein. Donc, comme je disais qu'il y avait plusieurs modèles atomiques, si vous n'avez pas suivi ce tuto, pardon, je vous conseille d'aller suivre. En chimie générale physique, vous allez comprendre qu'un atome, c'est un volume. D'accord? C'est un certain volume dans l'espace. Donc là, on va avoir 4 volumes différents, puisqu'ils sont totalement différents. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que ce carbone-là, étant donné qu'il est lié avec des atomes différents, donc il va avoir des volumes différents tout autour de lui. Et donc vous comprenez qu'il n'y a pas de symétrie. Si vous coupez ici, la partie là ne sera pas égale à ça.
Si vous coupez comme ça, cette partie-là, le groupement là sera pas symétrique ici. C'est pourquoi on dit que ce carbone, il est asymétrique. Donc un carbone asymétrique, il est forcément entouré avec 4 atomes, enfin 4 groupements différents. Voilà, c'est tout simple. Là, la